Alors, un petit exemple pour voir quand même comment on utilise cette relation, cette deuxième loi de Newton. Lorsque le mouvement du système est connu, la variation du vecteur vitesse permet d'estimer la somme des forces appliquées au système. Alors, cette phrase-là, elle est un petit peu compliquée. Lorsque le mouvement du système est connu, ok, d'accord, ça veut dire finalement on est arrivé à avoir repéré les positions des instants différents, sont finalement la base de tous les exercices qu'on va faire souvent. Et bien la variation du vecteur vitesse, et ça on peut le calculer, puisque si on a la trajectoire et les points séparés par delta t, on sait normalement trouver la vitesse. Une fois qu'on a la vitesse, on peut avoir cette variation delta v. Et bien ça va nous permettre d'estimer la somme des forces appliquées au système. Ok, donc on va observer un objet en mouvement. On va faire une chronophotographie. On va finalement interpréter cette chronophotographie en mesurant les vitesses, en mesurant les variations de vitesse, et on va en déduire alors quelles sont les forces qui agissent sur le système. Alors petit b, utilisation du mouvement aux forces. On va regarder un petit peu comment on utilise cette deuxième loi de Newton pour résoudre en fait certains problèmes. Lorsque le mouvement du système est connu, la variation du vecteur vitesse permet d'estimer la somme des forces appliquées au système. Donc on va toujours partir du mouvement, de faire des calculs sur le mouvement, vitesse, variation de vitesse, et d'aboutir à la force. Alors, exemple, considérons un pendule constitué d'une bille en oscillation au bout d'un fil. Effectivement, il y a la bille, il y a le fil qui est attaché, et lui-même, l'autre bout de la ficelle est attaché au plafond, et cette bille va osciller. Si l'action de l'air est négligée, la bille subit uniquement son poids P, donc le poids P qui va être vertical, direction verticale, sens vers le bas, d'accord, connu. La norme de P, c'est M, la masse de la bille multipliée par G, le champ de gravitation terrestre, qu'on peut prendre à 9,81 ou même 10. D'accord, donc c'est P égale mg, c'est totalement connu. Et la tension T du fil. La tension T du fil, alors il n'y a que sa norme qui est inconnue. Elle a comme direction le fil, son sens c'est vers le haut, mais par contre c'est sa norme, je ne sais pas quelle longueur on va lui donner. Par rapport à une échelle évidemment, il y a toujours une échelle. Donc, qui serait ici à 1 cm, représente autant de newtons. Alors on va partir du mouvement. Donc la chronophotographie permet en tout point de la trajectoire de la bille de construire la variation de son vecteur vitesse delta v et de mesurer sa norme delta v. Effectivement, comme tout à l'heure, ici on a donc le mouvement, c'est pour ça qu'on part toujours du mouvement, on va étudier ce mouvement, on peut calculer V6, d'accord, V6 qui est ici, et V7. On a vu tout à l'heure comment on doit faire ça. Ensuite, on peut calculer la variation delta V6 qui est V7 moins V6. Donc on obtient ce petit vecteur-là, d'accord, qui est là, dont je connais finalement la norme. Alors bien sûr, j'ai représenté ça avec une échelle. Voilà. Donc ça, par construction, on l'a. Et c'est là qu'on va utiliser la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton qui nous dit qu'en fait, la somme des forces F totales à l'instant considéré à Bourneuf, F total égale M delta V sur delta T. Alors, delta V, on le connaît. Il suffit de mesurer ici. On a une échelle, donc on va pouvoir connaître delta V en vraie grandeur. Divisé par delta T. Delta T, on le connaît, c'est donné dans l'énoncé, c'est le temps qui sépare chaque position successive de cette chronophotographie. Donc delta T c'est connu, et on multiplie ensuite par M, la masse qui est connue. Donc je vais pouvoir accéder à la force totale, d'accord, la norme de ma force totale, de ma somme des forces, je la connais. Très bien. Qu'est-ce qui nous manquait, nous? Il nous manquait de connaître la norme de T. Alors, pour connaître la norme de T, voilà ce qu'on va faire.
Alors, il y a ce dessin-là, mais ce dessin-là, en fait, on va essayer de voir un petit peu comment on le construit. Parce que vu comme ça donne pas vraiment d'indication. Donc, on a dit qu'on connaissait la norme de P. La norme de P, donc je peux tracer ici. D'accord? Alors ici, on voit qu'il y a F total. F total, mais comment on sait F total? Bah si, on le sait, on peut le savoir. Regardez. F total, je sais que finalement, M delta V delta T, c'est F total. Donc la longueur, je la connais. Quelle direction, quel sens? Le même sens et la même direction que delta V. Hein? Donc, regardez, on sait que ça va être suivant la même direction que delta V. Donc c'est suivant une droite comme ça. Le sens, bah, c'est pas comme ça, c'est dans le même sens. Et la longueur, bah, je viens de le calculer. Donc avec mon échelle, je sais que je dois faire autant de centimètres. Voilà, là pourquoi j'ai dessiné F total, grâce à mon petit calcul. Maintenant, ce que je fais, je reviens sur mon dessin de vecteur, ici, où je n'ai pour l'instant représenté que P que je connais, et je vais reporter F total que je connais. Et F total, je sais que ça va être le résultat de ma somme. D'accord? Donc je vais le mettre ici, à peu près comme ça. Et donc je sais que normalement, P plus T, ça doit faire F total. Eh bien là c'est immédiat. Je sais que finalement, il suffit de construire ce vecteur-là pour arriver au bout de F total. J'aurai bien P plus ma force de tension inconnue, là, ma force de ma tension inconnue, voilà, qui va être comme ça. Et du coup, voilà, ça me donne bien T. T qui est comme ça. Alors, certains vont me dire, mais c'est bizarre parce que vous m'avez dit que T, c'était la direction du fil. Ah oui, c'est vrai. Sauf que ça, le calcul qu'on a fait, c'était pour le point, d'après l'émission, vous me demandez, en fait, tout ça c'est fait pour le point 6. Regardez un peu, pour le point 6, on voit bien que c'est bien la tension du fil. D'accord? Donc tout ça, ça se tient. Newton, il a fait un sacré truc là. D'accord? Du coup, maintenant on connaît la tension T. Voilà, on peut la déterminer. Et voilà, voilà. Donc j'espère que vous avez compris ça. N'hésitez pas à revenir dessus. Et puis si jamais vous aviez des soucis, bah, envoyez-moi des commentaires ou carrément des questions. Petit c, une autre utilisation de de cette deuxième loi de Newton, c'est de faire l'inverse. On connaît la force et on va en déduire le mouvement. Voilà. Alors lorsqu'on connaît les forces qui s'appliquent sur le système, on peut en déduire leur somme, d'accord, puis estimer la variation du vecteur vitesse. À ce moment-là, on écrit d'une autre façon la deuxième loi de Newton qui, voilà, delta V, la variation de vitesse, ça sera delta T sur M fois la force totale, en vecteur. D'accord. Alors cela permet de simuler l'évolution d'un système à des échelles d'espace ou de temps peu accessibles à l'expérimentation, notamment le calcul des trajectoires astronomiques. Donc en 2012, par exemple, on a mis sur le sol martien l'astromobile Curiosity, si ça vous dit quelque chose. Et en fait, la trajectoire de la sonde Mars Science Laboratory a été calculée par des simulations numériques, c'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment utiliser ce principe-là, mais avec un ordinateur, de proche en proche. On va regarder un peu le principe de cette simulation numérique. Voilà, principe de la simulation numérique. Alors, si on connaît un instant t la somme des forces F totales subies par le système, sa position OM de t et sa vitesse V de t, on peut les déterminer à l'instant t plus delta t. Alors comment on va faire? Premier point, la variation du vecteur vitesse s'écrit delta V est égale à V de
delta de v de t plus delta t moins v de t, c'est la définition. Donc le vecteur vitesse à l'instant t plus delta t, après, ça va être égal à la vitesse à t plus delta v, la variation de vitesse. Or, d'après la deuxième loi de Newton, ce delta v, c'est égal à delta t sur m, force totale. On connaît la force, on connaît le delta t, on connaît m. Donc on peut, une fois qu'on connaît la vitesse à un instant t, déterminer à un instant t plus delta t, puisque ça c'est connu. On en déduit que v de t plus delta t est égal à v de t plus delta t sur m, f de total. De plus, le vecteur vitesse peut s'écrire v, d'accord, mt de mt plus delta t sur delta t. Comme on a vu, c'est la définition de la vecteur vitesse. Donc, est lié au vecteur position OM de t. Écrire que m de t plus delta t, c'est écrire aussi OM t plus delta t moins OM de t. Du coup, on arrive finalement à la position à t plus delta t. Ça va être égal à la position en t plus v de t delta t. Alors tout ça c'est connu. Donc on va pouvoir connaître la position à un instant un petit peu plus tard. Du coup, on va réitérer ce calcul de proche en proche. Connaissant celui-là, on repart dans le programme. Vous voyez que c'est tout à fait comme un algorithme en informatique. Ensuite, on réinjecte au-dessus et de proche en proche, finalement, l'ordinateur va calculer les positions successives delta t, c'est-à-dire qu'il va vous fabriquer le chronogramme. Voilà, on arrive enfin au dernier chapitre de cette leçon. Petite idée, importance de la masse du système. La masse du système intervient dans la deuxième loi de Newton. Effectivement, delta V, c'est égal à la force totale, multipliée par delta T, mais divisé par M. Donc, on divise par M. Plus la masse est petite, plus le résultat, d'accord, sera grand. Donc, plus la masse du système est grande, plus la variation du vecteur vitesse est faible, pour une même somme des forces appliquées. L'exemple concret qu'on a tous vraiment bien à l'esprit, c'est l'exemple de la balançoire. Vous voyez, le papa, il veut faire de la balançoire à sa petite fille et à la maman. Il va utiliser la même force, mais vous savez très bien qu'il va mettre en mouvement plus facilement la petite fille que la maman. Pourquoi? À cause de la masse. La masse plus petite pour la petite fille, avec la même force, elle va avoir un mouvement, une vitesse beaucoup plus grande du départ. Alors que ce ne sera pas vrai pour la maman. Une autre utilisation aussi, ici on a un spectrographe de masse. Ça utilise la dépendance entre masse et variation de vitesse pour déterminer la masse de particules ou d'ions. Une fois accélérés, les ions sont déviés par des aimants. Plus l'ion est lourd, moins grande est sa déviation par action de la force magnétique. Donc en fait ici voilà, on a une source d'ions, on ionise, on arrache des électrons, on les accélère avec un champ électrique, et ensuite ils arrivent dans une portion où il y a un champ magnétique, et là ils sont déviés. En fait le champ électrique les accélère, et le champ magnétique les dévie. Seulement en vertu de la deuxième loi de Newton, ils seront moins déviés s'ils sont lourds, et ils seront très déviés s'ils sont légers. Donc là vous avez finalement un mélange d'ions, et on arrive à les séparer, et donc à les analyser. Donc ça c'est très utile. Voilà, donc j'espère que cette capsule vous aura aidé à comprendre, je pense, parce que c'est pas super évident. Vous pouvez remarquer que à sur quelques diapositives il y a des exercices. Je pense qu'on va se laisser guider par ces suggestions d'exercices. Donc éventuellement je vais vous demander de les faire, mais ça je vous le dirai. N'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer par mail si vous avez des questions, si malgré tout ça vous paraît encore obscur. C'est pas une leçon évidente, mais c'est une leçon vachement importante, super importante pour la poursuite des études, notamment en terminale.